Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Brouillon. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Est-ce qu'on est bon niveau son, Vato? On est parfait. Aujourd'hui, émission que je suis très très fier de faire parce que ça fait très longtemps que je voulais te parler. Voilà, c'est l'intro. Pour chaque émission, je m'en fous. Je dis tout le temps ça, mais c'est vrai. J'avais vraiment envie de te parler, donc je suis très très content de parler avec toi. Ça fait longtemps que je t'écoute. Et voilà. Primero est avec moi. Lou Guns, c'était un grand plaisir d'être là avec toi. Déjà, le fait que tu dises mon nom et prénom, ça me fait quelque chose. Je te le dis. Pour le plaisir, on est là pour se faire plaisir. Exactement. Vous voyez ici un petit kéfir, c'est comme ça qu'on dit? Ou je suis fou? Je pense que c'est comme ça qu'on dit. C'est juste. Kéfier. Kéfier? Je crois. Ok, bah, tu as sûrement raison. C'est important de dire que ce podcast est pro-Palestine et qu'il se passe des choses atroces dans cette partie-là du monde depuis évidemment très très longtemps, mais on en parle beaucoup plus maintenant. Et voilà, je voulais juste une petite manière de le dire. Si vous êtes anti-Palestine, je vous invite à quitter ce podcast. Voilà, exactement. Non, mais c'est important de rappeler. Je sais pas trop comment le faire en fait, parce que j'ai pas beaucoup d'armes pour pouvoir parler de ça, mais je peux juste faire ça. Et donc voilà, c'est important de le faire. Vous connaissez le concept de Brouillon. J'ai 6 thèmes face à moi et je vais les proposer à mon invité. Il va pouvoir choisir quel genre de thème, Par où on va. voilà, par où on va, etc. Il est en train de voir. T'es en train de voir les thèmes? Oh, mais j'essaye, mais je vois absolument rien. Non, parce que là, j'ai Twitch devant moi. Et d'ailleurs, vous êtes blindés, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Du coup, je vais te proposer les thèmes. Le premier thème, c'est le scénario. Le deuxième thème, c'est la sérénité. Le troisième, c'est la technique. C'est ça le thème que tu as en commun avec CRC. Ok. Le quatrième, c'est le statut. Le cinquième, c'est le désordre. Et le sixième, c'est la suite. Le sixième, il est pour tous les artistes. C'est un petit moment promo sur ce qui va arriver, sur ce que tu peux nous dire ou pas. Voilà. Je vais pas te... On garde pour la fin. Exactement. C'est un peu le but. Tu fais ce que tu veux après. Non, c'est bien. Tu peux me mettre dans la merde si t'as envie. Du coup, et là, je dois choisir un. Là, tu dois choisir par quoi tu veux commencer. Je peux te les répéter si tu veux. Bah, du coup, je suis pas pour le faire dans l'ordre et le désordre, ça me parle. Je vais juste fermer la porte. Ouais. Parce qu'on est en train de me le dire. Merci, Bateau. Je suis en train de liquer ma cuisine. Ouais. Faut garder un peu de mystère quand même. De ouf. On est dans un studio, on n'est pas chez moi, ok? Le désordre? Le désordre. Ok. Du coup, c'est un thème qui m'est venu assez facilement en vrai. Parce que j'ai consommé des interviews de toi pour pouvoir préparer cette interview. Il paraît que tu as un truc avec l'ordre. Parce que tu en parles même dans des chansons. Tu parles que ça effraie les filles notamment, que ton appart soit extrêmement bien rangé. Il y a Loxley qui parle dans une interview que quand tu vas dans des hôtels, tu ranges tes vêtements et tout. Ça me fascine un peu. Ouais, je me suis calmé un peu. Mais ça reste dans mon tempérament, mais je me suis un peu calmé. C'est intéressant parce que je trouve que ça se ressent même dans ta discographie. Solo, je parle. Donc de 2015 à maintenant, ça fait 10 ans. C'est terrifiant ou pas, ce que je te dis là? Non, ça va. Ok, ça va. Ça va encore. Ok. Je trouve ça très ordonné. Même le concept, donc pour expliquer, donc tu as sorti, il y a eu Scénario en 2015, il y a eu Serein en 2020, ouais. Et ensuite on a eu Fragment. Donc sur 3 ans, 4 ans, un truc comme ça? Sur 2 ans, ouais. Ouais, sur 2 ans, pardon, désolé. Ouais. Avec des petits EP. Et il y a un truc, et un projet qui sort entièrement, qui rassemble tous les EP de Fragment, du coup. Ce qui est un sens, évidemment, logique. Mais même, en fait, la cover du premier Fragment, c'est une partie de la cover. Le deuxième, ça sent... Enfin, il y a un truc très ordonné, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que je me trompe Parce que je trouve que ça se ressent aussi dans ta manière de proposer ta musique. Très méthodique, en tout cas. Ouais. Après, ordonné, à la fois oui, à la fois non, dans le sens où... Tu sais, c'est aussi un projet un peu laboratoire, où je me suis pas mis de filtre sur les prods. J'ai testé plein de directions et j'ai pas essayé d'être trop scolaire non plus dans le procédé. Mais après, c'est vrai qu'il a fallu ranger, quoi. Une fois qu'on avait tout ça, et j'avais du monde autour pour venir mettre du liant, essayer de trouver quand même un ordre logique entre les morceaux. Mais on a commencé par du désordre et après on a tout bien calé, tu vois. Est-ce que la suite l'est encore aussi ordonnée, entre guillemets? Parce que là, la suite, on peut parler de l'EP que je vais galérer à prononcer. À chaque fois, je galère de fou. J'ai mis des bâtons dans les roues aux gens, là. C'est pas moi qui ai choisi. En plus, pour être honnête, c'est vraiment mon projet préféré. Je le trouve assez fou. Plaine des asphodèles, du coup, qui est une plante. Absolument.
Vato m'a dit cette info avant. Voilà, je fais genre je suis journaliste. Non, c'est Vato qui m'a qui m'a tout dit. Du coup, moi je trouve ce projet-là un peu moins. Peut-être que je me trompe sur mon analyse de fou, hein, mais je le trouve un peu moins ordonné, même au niveau de la cover. Je trouve ça un peu moins centré, moins. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et donc c'est un petit projet de 5 sons. Est-ce que ça annonce quelque chose de plus spontané, entre guillemets? Même si ta musique a toujours été spontanée, mais la manière de la distribuer, est-ce que ça annonce quelque chose de plus spontané? Parce qu'après, il y a eu le feat avec CRC. On ne sait pas si ça vient dans un truc, dans un projet, on ne sait pas. Ça, on verra après. Mais est-ce que ça annonce quelque chose de plus spontané? En fait, ça m'a appris en spontanéité. Ok. Ça, c'est dans le sens où c'était un projet, c'est un projet accident en vrai, ce projet-là. Donc, je travaillais sur quelque chose d'autre depuis un moment déjà. Et il y a une pause. Et juste, je suis retourné à la maison et j'ai écrit sur les prods un peu des frérots autour. Et le projet est né, mais tu sais, c'est ça qui est fou dans ce métier, c'est qu'on peut contrôler un tas de choses, mais on peut pas contrôler la magie. Ça veut dire que on peut pas contrôler quand on aura de l'inspiration, quand les étoiles vont s'aligner. On peut juste s'asseoir sur sa chaise, faire, et à un moment, ça se passe. Mais ça, on sait pas quand, tu vois. Et j'étais en train de travailler de manière plus méthodique sur autre chose. C'est quoi ta manière de travailler? Ma manière de travailler, je suis pas quelqu'un qui écrit tous les jours de base. Okay. C'est-à-dire que je suis plus, j'ai appris à aiguiser un peu mon regard pour capter tout ce que je trouve génial au quotidien ou les choses qui sont intéressantes à dépeindre, tu vois. Parce que c'est très descriptif aussi, c'est vrai que ta manière de. Mais j'aime vraiment les images. Ouais, c'est ça, en tout cas, les artistes que j'aime, je pense, ils m'ont touché avec leurs images. Et parfois des images toutes simples qu'on voit tous les jours tous, mais ils ont mis les 2-3 mots qu'il fallait dessus ou les associations qui font que on se les prend de plein fouet. Et moi, je collecte tout ça plus dans une note où tu sais, je rassemble toute cette matière première. Et quand je m'assieds pour essayer de coudre tout ça ensemble. Tu vois. Ok. Donc c'est plus là, par exemple, je sors de plusieurs mois où j'ai pas fait grand chose et ça fait quelques semaines que ça y est, je me rassieds pour coudre tout ça. Tu vois. T'en parlais en antenne, c'est difficile ça, cette période-là? Mais ouais, je disais, c'est comme quand t'es plus allé à l'entraînement, quoi. Et que tu reviens et tu sens que les mouvements, faut les retrouver, c'est un peu douloureux. Tu dis, putain, ça, je savais le faire avant, ça, je sais plus. Et puis petit à petit, tu te remets dedans. Mais c'est vrai que cette période-là, elle est toujours un peu douloureuse. Quand tu t'y remets et tu sens que t'es pas comme au dernier entraînement. Mais quand ça revient, c'est trop chouette. Là, je sens que ça revient, là. Que j'ai envie de rentrer, j'ai envie de retravailler sur ce que je faisais avant de venir ici. Et non, ça, c'est cool. Et pardon, parce que je t'ai posé des questions pendant que tu expliquais, mais en quoi c'est ce projet-là, ce dernier projet, La Plaine des Asphodèles? Ouais. Incroyable. Tu l'as. Ça a changé ta manière de bosser. Donc t'avais dit que tu avais un peu changé de manière. C'était plus spontané. Mais parce que j'ai remarqué que forcément j'étais juste avant ça en train de travailler sur peut-être. Enfin, j'avais déjà un peu un cadre dans la tête. Il y avait peut-être plus d'enjeux sur ce que j'avais commencé. Et tout d'un coup, il n'y avait pas d'enjeu. Parce que juste, je m'amusais. Et je vois qu'en fait, c'est dans ces moments-là, surtout je sais pas, qu'on fait les meilleures choses sans doute ou qu'on se surprend soi-même. Et je me suis dit, il faut réussir à garder cette mentale-là et cette légèreté-là, même dans un contexte où il y a de l'enjeu, où peut-être il y a un budget ou une vision plus grande. Et j'essaie de m'inspirer de ça pour la suite, quoi. Et est-ce que quand tu parles quand tu dis qu'il y avait un projet avec un enjeu, moi j'ai toujours trouvé ça intéressant aussi la manière dont tu distribues ta musique, parce que Fragment qui porte très bien son titre, on a 2-3 sons qui s'assemblent ensuite dans un grand projet. Est-ce que ça vient d'une crainte de l'album, le mot album, le truc terrifiant il va falloir c'est le cachet, quoi, le cachet album, ce que ça implique pour des gens de notre génération en vrai, et encore plus pour des générations anciennes, quelque chose qui a un peu disparu en vrai. Je pense que maintenant, je suis persuadé qu'un mec de 13-14 ans ou une meuf de 13-14 ans qui écoute du rap s'en battent vraiment les steaks des albums. J'en suis persuadé que si on leur donne, si la Mano n'a pas d'album et c'est un des rappeurs les plus écoutés actuellement, je pense qu'il y a un truc de maintenant on s'en fout. Est-ce que c'était ça aussi? Est-ce que c'était un peu une crainte de je vais parsemer ça et puis tout rassembler plutôt que arriver avec ça? Je crois que c'était
C'était une manière aussi de... Je crois qu'il y avait une réalité de promotion aussi, qui était quelque chose de se dire, c'est cool d'avoir une constance, c'est cool de pouvoir proposer un truc de l'ordre du feuilleton, où on se dit, ok, ça c'est la première partie, on attend la deuxième, et en fait de permettre aux gens de rentrer un peu quand ils veulent dans le délire. Ça m'attirait. Puis c'est juste que la consommation, on la sent changer tellement depuis les dernières années que j'avais pas envie d'offrir un bloc comme ça, aussi gros d'un coup. Tu veux pas faire Ceinture Noire de Maître Gims? Je sais pas si t'as la rêve de ça. Ouais, c'était 40 titres, un truc comme ça, je me rappelle. Il y avait un son avec Lil Wayne, c'était trop bizarre. Tu vois, aujourd'hui, même s'il y a un artiste que j'adore qui me sort 40 titres demain, je sais pas quand je les mets dans mon emploi du temps ou avec... il y a ce truc où... Moi, je me suis dit, non, c'est cool d'avoir ce côté feuilleton. Puis après, aussi, comme il y avait des morceaux vachement différents un peu, je me suis dit, proposer des petites capsules où il y en a quelques-uns qui se répondent. C'était plus pour ça. Mais je crois que par contre, l'album, il fait plus peur aujourd'hui. Moi, il me fait plus peur aujourd'hui qu'avant, l'album. Parce que ce système de sortie du vendredi et toute cette saturation un peu, tu te dis, là, on sent que c'est plus une ère de l'immédiat. On a un peu envie de parler d'un truc, de ce qui se passe maintenant, de le lâcher maintenant. Les gens l'écoutent maintenant. Ça fonctionne un peu comme ça. Et travailler 3, 4, 5 ans sur une grosse pièce qui sera peut-être avalée dans la machine. Je crois que c'est Jean Jass qui le dit dans une phase. Je ne saurais pas dire la phrase exacte, mais j'ai mis 3 ans pour faire un album, tu l'écoutes en une semaine, un truc comme ça. Enfin, tu l'écoutes plus après une semaine. Il y a un peu de ça. Donc aujourd'hui, l'album moi en tout cas, il me fait plus peur aujourd'hui que avant. Mais je pense qu'il reste quand même important dans les carrières parce que c'est des gros checkpoints. C'est cool d'avoir une hype et de s'amuser à sortir un morceau, un autre, etc. Mais quand on regarde après ce que tu as bâti, on retient peut-être moins ce qui reste en fait. Ce qui reste quand tu as 1, 2, 3 beaux albums, t'es assis sur un truc, tu vois. C'est un peu terrifiant, mais moi j'ai ça même en tant qu'auditeur, parce que je propose pas de musique, mais en tant qu'auditeur, c'est un truc qui me fait un peu peur aussi. En fait, j'ai l'impression ça y est, je suis rentré dans une phase de boomer, ça me saoule qu'il n'y ait plus d'albums. Il y a Youssoupha qui a fait un discours aux flammes où il a rappelé l'importance de faire des albums. Très beau discours. Très beau discours, mais Youssoupha, je crois que c'est vu comme nous, on voyait Kerry James quand on était un peu jeune. C'est un peu... Oui, bon. Tu vois, il est trop fort et tout ça, monument de rap, mais c'est un peu le relou, quoi. Le daron qui va t'expliquer un peu la vie, qui te casse un peu les couilles, tu vois. Exactement. Et moi, je partageais évidemment sa position, mais je me dis... il y a un côté terrifiant, même en tant qu'auditeur. C'est ça que je voulais dire, qu'il y a énormément de sons qui sortent le vendredi. En plus, de par ce que je fais comme taf et tout ça, je me dois d'écouter beaucoup de musique. Et c'est vrai que là, maintenant, quand je fais le constat, la plupart des albums même que j'adore, je l'écoute vraiment des mois après. Mais sinon, j'écoute. Et en fait, si tu passes le filtre de je vais te réécouter des mois après, c'est que l'album c'est que j'ai kiffé. Mais j'écoute un album une semaine, je crois, en vrai. Et ça me fait peur parce qu'il y a un parallèle avec la hype aussi, où il y a des gens que j'attends. On attend tous le retour de Lelo, on attend tous un possible retour de PNL qui va jamais se faire à mon avis, mais il y a un truc de... Même cette hype-là me fait peur, dans le sens où en fait ça va être nul, quoi. Tu crois ? Ouais. Et donc je comprends que ce soit encore plus terrifiant pour un artiste que pour un auditeur, mais c'est aussi terrifiant, quoi. Mais je reste persuadé, ce que je disais tout à l'heure, que les petits s'en foutent. Ouais, ils s'en foutront. Mais c'est peut-être le début d'une nouvelle ère, tu vois. Ouais. C'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Moi, je sais que y a des albums qui ont réussi à passer ce plafond. Et ça y est, ils sont rentrés dans ma vie et je vais les mettre régulièrement. Et je sais que voilà, ceux-là, ils vont m'accompagner encore un moment, mais à tout moment, je peux me le remettre en entier parce que c'est un voyage réussi, tu vois. Et ça, t'as quoi comme album ? C'est quoi tes grosses refs Alors, en francophone, c'est Mauvais Oeil. Du plus ancien que je peux me remettre, c'est Mauvais Oeil. Peut-être le meilleur album de l'histoire du rap français. Après, c'est dur à dire meilleur, mais on aime bien les classements. Hein. Moi, j'adore les classements. Je suis un connard. J'adore dire que c'est le meilleur qu'il y a jamais eu. Je suis très... très expressif, trop. Ouais, mais après, c'est chouette aussi, s'enthousiasmer sur une belle pièce. Mais non, je crois que dedans, en vrai, si je suis honnête, tu parlais de Laylo, L'étrange histoire de Monsieur Anderson, c'est un de ceux que j'ai quand même remis beaucoup. Je me suis beaucoup mis le Luther, le dernier. Ok. Qu'est-ce que j'ai écouté vachement en francophone ? Il y en a quelques-uns, en tout cas, comme ça, qui sont... je sais, je les remets, tu vois. Et après, peut-être en anglophone...
Je sais qu'il y a Kendrick que t'aimes beaucoup. J'aime bien Kendrick, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi j'ai ce côté avec les albums, quand ceux que je remets, parfois c'est pas des albums où il y a beaucoup de contrastes. Tu vois, genre Kendrick, il peut y avoir beaucoup d'infos dans un album, Ouais, j'adore, Ouais. et je vais les éplucher aussi comme si j'allais à l'école. Kanye encore plus comme si j'allais à l'école, Ouais, plus ouais. Kendrick il est dans l'entre-deux. Mais tu sais, il y a des projets comme Chasing Summer, je crois, de Sir. Ok, ou, j'ai pas la ref. Ou tu sais, Steve Lacy, là, Oui. le dernier. Mhm. J'adore Il Steve y Lacy. avait quoi Black. Putain, Le même- nom de l'album de Steve Lacy Non, non, Ah, non. non, j'ai pas. Il y a un autre projet, Black Puma. Ok, j'ai pas du tout. C'est des albums, je sais pas. Il y en a un de Jaden Smith aussi. Il y a ce truc où je sais, je peux les mettre sans. Tu sais, même si t'invites quelqu'un, tu mets du son et tout, Ouais. sans qu'à un moment ça parte en couille, tu sais. Ou genre le Il y truc a est ces calibré. albums-là, Mac ouais. Miller, typiquement, tu Tu vois. sais que j'allais t'en Mac parler. Miller, absolument. Parce que quand j'ai écouté tes sons, à un moment je me suis dit, est-ce que je vais lui poser la question s'il a écouté Mac Miller? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Mac Miller dans ce que tu fais. Oh, tu sais que ça me fait trop plaisir parce que je me suis empêché de le prendre en ref un peu. Mhm. Parce qu'il y a quand même un Mais truc. c'est pas criant en mode, bon, là frère, tu limites. C'est pas du tout ça. Il y a un son où j'étais en mode, putain, cette prod, c'est Best Day Ever, quoi. Il y a un truc de. Je vois la légèreté avec des thèmes ultra sombres, en fait. Hein. Tu parles beaucoup de choses sombres, quand même. Et, Bah oui, et ouais. je vois beaucoup de Mac Miller. J'allais le dire, ça me saoule parce que là, on dirait le gars qui dit non, mais j'allais le dire. J'aurais Non. dû le lâcher juste avant. Non, mais en vrai, ça me fait trop plaisir. Parce que c'est clairement un modèle vers lequel je tends. Parce que je trouve que le gars n'est pas forcément un grand chanteur, mais il arrive trop à incorporer la mélodie de manière touchante et réussi dans ce qu'il fait. Il écrit vraiment bien. Et derrière, c'est des productions qui vont pas forcément dans tous les sens et tout, mais qui sont hyper riches. Et tu sens qu'il y a vraiment des vrais musiciens derrière, quoi. À fond. Moi, j'aimerais trop pouvoir avancer vers ça, c'est sûr. En plus, d'album en album, il y a des choses très différentes. C'est jamais pareil, mais c'est tout le temps sur une continuité. Non, en vrai, malheureusement, il nous a quittés, mais je pense qu'il avait une carrière à peu près parfaite, entre guillemets. Du premier au dernier album, c'est que mieux. Et ça déçoit jamais personne. Enfin, c'est assez fou. Mais je suis content que tu le cites, du coup, parce que je m'étais pas trompé, quoi. Parce que je me suis plusieurs fois dit, putain, je vois du Mac Miller. Enfin, j'entends du En Mac tout cas, Miller. c'est vraiment un des artistes que je vais beaucoup écouter. C'est surtout Divine Feminine, pas Ouais. les trois. Divine Feminine, Swimming Circles. Ouais. Je tourne sur ceux-là, ouais. Ouais. Moi, c'est Macadélique qui m'avait rendu fou. À part les bruits de femmes qui jouissent après les sons. Mais ça, pour le coup, c'est chiant parce que c'est un album que tu peux mettre quand t'invites quelqu'un. Mais pas les beaux-parents. Ouais, les moments, Pas les les beaux-parents. moments où des femmes crient, c'est très gênant. Tu dois vite changer. Enfin, non, mais c'est dans le son. Enfin, c'est terrifiant. Mais c'est intéressant que. Là, je revenais sur le fait que tu mets beaucoup de douceur musicale avec des thèmes très, très sombres, en vrai. Par exemple, dans le projet Serein, tu parles de sérénité au dernier morceau, mais sinon le reste est. C'est un titre ironique en vrai. Ouais, c'est ça que je me disais aussi. T'es tout sauf serein. À cette période-là, je suis tout sauf serein. Ouais, c'est ça. Tu parles de ce que c'est d'être seul chez soi, de la routine, de. Ouais, il y a une rupture douloureuse, il y a le rapport au danger, Mhm. il y a pas mal de choses. Et puis, ouais, la dernière note est un peu plus sur un truc de lâcher prise, en vrai, sur un regard plus positif sur. Ouais, c'est beau. C'est en mode si tu touches quelqu'un, en vrai, c'est que t'as réussi, non? C'est un peu ça le. Ouais, parce qu'il y a toutes ces inquiétudes dans la carrière qu'on entame, tu sais, ou dans laquelle on est. Et parfois, c'est bien de se dire, mais vas-y, ce que t'as fait déjà, c'est. T'as déjà touché du monde, t'as peut-être des choses qui vont rester, t'as déjà. Regarde ça aussi, tu vois. À fond. Mais je voulais venir sur le fait que je trouve ça super belge de faire ça, de parler de quelque chose de très sombre joliment et avec une mélodie jolie. À cause de Stromae Ou grâce à Stromae Ouais, Brel, tout ça. En fait, grâce à Stromae, ouais. Mais quand j'ai écouté, parce que là, j'ai vraiment toute la journée, j'ai écouté tous les projets et tout ça parce que je voulais me replonger dedans à fond. Et ça fait quelques jours que je fais ça. Et je me suis dit, mais en fait, je pense, et c'est pas du tout une manière de saucer, mais je pense que t'es le rappeur le plus belge des rappeurs belges. Waouh. Parce qu'en fait, je vais te dire pourquoi. Dans ma tête, c'est en mode, s'il y a un Français qui dit je connais pas le rap belge, c'est vraiment, t'es hyper belge. Dans le sens où, déjà, il y a des refs
très belge. Genre, tu cites Kevin Miralas, je trouve ça génial. Personne connaît Kevin Miralas en dehors de la musique. Peut-être des gens à Newcastle, quoi. Mais sinon, personne ne connaît vraiment. Et tu parles des Français à Saint-Gilles. Enfin, il y a un truc de. Et puis, il y a ce côté. Ouais, ce que je disais, c'est des primes souriantes que je trouve ultra belge. Et du coup, pour moi, je sais pas pourquoi, dans ma tête, j'étais en mode, mais c'est lui le plus belge des Belges, quoi. Ah, c'est génial. Même dans la manière dont tu parles, dans ta prose et tout ça. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis ou tu es en mode. Je suis à la fois. Je le prends comme un vrai compliment. Et en même temps, je suis obligé de révéler à nos téléspectateurs ce soir que je suis moitié français. mais je suis né en Belgique et j'ai grandi en Belgique. Je suis un pur produit bruxellois. Et je suis content que ce soit moins une question d'accent que de ref. Non, pas du tout. Ouais, non, j'étais pas en mode. Ah, son accent de ouf, c'est un charme à fond, un accent, mais parfois aussi ça empêche d'autres choses. Mais, à fond. Mais non, enfin, en tout cas, c'est juste. Moi, mon plaisir dans ce que je fais, c'est de pouvoir parler de ce qui m'entoure de la façon la plus poétique ou touchante possible et de ce que je suis, parce que y a plein de gens qui vivent peut-être un peu une vie similaire et qui peuvent relate, tu vois. Et du coup, si juste je suis à Bruxelles et que je parle de Bruxelles, on ressent Bruxelles, tu vois. Ouais, mais particulièrement dans ta musique, je trouve. Ok. Alors qu'il y a des rappeurs qui en parlent beaucoup, comme Isha notamment, Kaba, Jean-Jacques, tout ça. Je trouve qu'il y a un... Je sais pas pourquoi, je saurais pas trop l'exprimer, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement belge dans ce que tu fais, et du coup d'extrêmement beau, sans être chauvin, enfin voilà. Ça me fait plaisir. De quoi tu veux parler maintenant ? On a parlé du désordre, il reste le statut, la technique, la sérénité et le scénario. On était sur la sérénité, justement. Ouais, exactement. Donc du coup, en 2020, tu sors un projet qui s'appelle Serein. On parlait de l'ironie que c'était, etc. Il y a beaucoup de... En vrai, c'est un thème qui va se lier avec le thème du statut, parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes sur ce que c'est être un artiste. Est-ce que tu es à l'aise avec ça maintenant ? Est-ce que tu es serein maintenant, en fait ? Je suis beaucoup plus serein maintenant que je l'étais à la période de l'écriture de ce projet. Mais ce qui est un peu étrange... Après, je sais pas si c'est une idée que je me suis fait de ça, ou si c'est la réalité. Si c'est qu'une idée, c'est important de la déconstruire. C'est ce truc un peu de... Si je vais trop bien, j'ai peur de plus avoir rien d'intéressant à dire. Ok. Il y a quelque chose comme ça où... tu sais, même dans les périodes d'écriture, j'ai l'impression de presque spontanément flirter avec des écorchures pour aller gratter quelque chose d'intéressant, quelque chose de... C'est comme, tu sais, les films trop joyeux où il se passe rien. En vrai, ils nous barbent un peu, tu sais. Genre, bien sûr. C'est, quand tu dis je parle de choses sombres, c'est parce que c'est souvent ce qui inspire les gens, ce qui intrigue les gens. C'est, ok, quand est-ce que... Enfin, c'est quoi l'enjeu où se trouve le dénouement, entre quelle grande vague on est et comment on va faire pour s'en sortir. C'est ce truc-là qui anime, tu sais. À fond. Même dans tout art, la manière de dépeindre la tristesse et le spleen, enfin le fameux spleen, tu vois, c'est... Et donc il y a parfois une tendance, et j'essaye de pas le faire parce que c'est pas bien, mais en tout cas une tentation de... Tu sais, tout ce qui est rupture amoureuse, tout ce qui est conflit ou sortie de zone de confort, ça c'est bien, tu vois, mais d'un peu aller chercher... Flirt avec le danger, toutes ces choses-là, c'est des trucs... parce qu'on se dit, il y a de la matière première là-bas, tu vois. Et ça m'intéresse en tout cas. C'est intéressant parce que même dans Serein, tu parles beaucoup de relations amoureuses aussi. Maintenant, dans l'évolution de ta musique, j'ai l'impression que tu parles plus de problèmes globaux. Ouais. Il y a un côté très fatalité qui est très cohérent avec ce qui se passe maintenant, en vrai. Là où, en vrai, il n'y a pas grand-chose de bien qui est en train de se passer sur la Terre. Est-ce que c'est pas aussi un peu... Est-ce que tu es quelqu'un de fataliste, déjà ? Et est-ce que on va pas rentrer un moment dans un cercle vicieux ? Parce que je suis d'accord avec toi sur l'art. Moi, je suis toujours plus touché par quelque chose de nostalgique, etc. Est-ce qu'on va pas s'enfermer dans un cercle vicieux dont le monde va mal, on consomme des choses qui vont mal, et on part du fait que le monde va mal ? Et comment tu vois l'évolution de ce truc-là ? Moi, je suis quelqu'un de pas forcément fataliste, mais je suis quelqu'un de très résilient. Okay. En fait, j'ai vachement... Je crois que j'arrive un peu à ce que les choses me glissent dessus, parfois pour un bien, mais parfois pour un mal. Donc il faut... Et en vrai, le titre Plaine des Asphodèles, on y reviendra peut-être après, mais c'est un clin d'œil à ça ou une vigilance à ça, tu vois.
Mais je trouve que justement dans l'album de Népal, il y a un très beau discours à propos de ça. Un discours je sais pas qui fait ce discours, il a un accent québécois, mais oui, qui dit que c'est un philosophe québécois, voilà, la seule rêve que que tu vois, c'est à nous, même si un tas de choses vont mal, etc., de pas entretenir cette spirale du mal et de justement rester dans cette positivité et alimenter ça, parce que sinon on fait que en critiquant ça ou en acceptant ça, juste entretenir ça, tu vois. Et je l'ai souvent dans la tête, c'est vraiment un discours que j'ai souvent dans la tête, dans des moments de réflexion, des moments de vie où je me dis, rappelle-toi le frérot, ce qu'il dit, genre c'était une belle parole, tu vois. Mais après, je me demande trop comment voient les plus jeunes, peut-être ceux qui ont aujourd'hui entre, je sais pas, 15 et 20 ans, comment ils sont par rapport à ça. Moi, j'ai un père très engagé. Ok. J'ai l'impression de faire partie d'une génération qui l'a peut-être un peu moins été, ou qui a peut-être pu d'une certaine manière être blasé à un moment ou l'autre. À fond. Et je me suis retrouvé en manifestation il y a quelques mois à me rendre compte qu'en fait la majorité, les 80% qui étaient là avaient autour de 20 ans. Je me suis dit, c'est fou. Waouh, c'était la majorité et ça m'a fait trop du bien de me dire, ok, ils ont pas vécu, enfin ils sont pas dans ce fatalisme-là, tu vois. On doit être plus ou moins quasi de la même génération, on a des années de différence, mais c'est vrai que c'était un débat que j'ai eu avec un pote il y a pas longtemps. Je trouve la Belgique moins molle, et c'est notamment grâce à la nouvelle génération. Parce que moi, c'était un truc qui était... J'ai aussi un daron très engagé à gauche, mais très engagé devant la télé. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un truc très vénère, tout le temps vénère de chaque politicien ou politicienne. Mais sans acte forcément concret. Oui, c'est ça, sans acte derrière. Ce que je respecte aussi, évidemment, tu vois. Mais c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un truc de... On a, tu sais, la longue période de sans gouvernement et tout, on comprenait pas trop ce qui se passait. On était là, oui, bon, c'est comme ça, tu vois, on va chercher le même snack à 3,50. On va... La vie... Il y a un tempérament belge, tu vois. Ouais, il y a un truc de la manif, c'est une chouette occasion de se retrouver, peut-être boire un pot dans une demi-heure. On a eu ça un peu ici. Tu vois, en France, ça part en caillou, ça part vite. Ouais, il y a ce côté plus virulent. Être français, c'est se plaindre, quoi. Il y a un truc de... Non, mais c'est vrai. C'est même pas une critique. J'espère que Vato n'est pas vexé de ça. Mais en vrai, c'est même pas une critique, mais il y a un côté, c'est dans le caractère, quoi. On se plaint, on n'est pas d'accord et on le dit. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que je trouve que la nouvelle génération, moi, je la trouve très impressionnante et je suis presque parfois un peu en mode... tu sais, parfois, je me culpabilise de ne pas être assez militant. Genre, le militantisme pur me fascine un peu, quoi. Et je pense que j'ai pas ce truc-là. Je vais en manif et tout ça, mais je suis un peu perdu. Je suis en mode, ok... Ouais, mais il y a beaucoup à apprendre d'eux. Bien sûr, bien sûr. Et c'est trop beau, je trouve. Ouais. Et tu vois, les personnes qui ont occupé l'ULB... pendant tout un temps pour ce qui se passait en Palestine, ça, j'étais là en mode, mais j'ai des potes qui faisaient ça, j'étais là, je ne sais pas faire ça. C'est des actes forts. Mais c'est trop beau, quoi. À fond. C'est trop beau. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi que c'est en train de changer et c'est quelque chose d'assez assez beau à voir en vrai. Et pour revenir sur... tu parlais de sérénité. Ouais. Ouais, je ressens clairement un truc, beaucoup plus de sérénité aujourd'hui qu'à ce moment-là. Et je me rends compte que c'était... super introspectif. C'est mon premier projet, je pense, à ce point introspectif. Avant, c'est scénario où c'est littéralement que du storytelling. Oui, mais comme il y a eu l'heure du commun entre, et qu'on a eu des phases, on parlait un peu du monde, on parlait après un peu plus de nous. J'ai l'impression de m'être un peu essayé à ça avant ce projet. Je crois que là, c'était une période où nous-mêmes, on avait dû mettre en pause l'album de l'heure du commun, le dernier. Et on était chez nous, c'était le Covid. Et du coup, j'ai collecté un peu des morceaux que j'avais faits et qui pour moi répondaient à cette période. Tu sais. Puis je trouve que c'est un album de Covid, moi. Dans le sens où ça parle beaucoup de rester chez soi. Serein. Ouais. Et du coup, moi, je me rappelle, donc j'ai découvert, comme beaucoup de gens, au Covid. Le Covid, c'était une période assez cool pour moi, j'ai de la chance, tu vois. Mais c'est vrai que j'étais en mode... c'est un truc où tu restes chez toi, il y a un truc un peu angoissant. Je sais pas, c'était... En fait, ça respire le Covid, cet album. C'était le but, parce que il y a un truc qui est très dur pour nous, je crois que c'est de... Tu sais, on a plein de choses qui nous passent par la tête, on a envie de parler des choses. C'est le rôle d'un artiste aussi, de mettre des mots sur les périodes à gérer pour une population. À fond. Et de pouvoir être une voix, ou en tout cas un endroit de recueillement, ou se sentir compris, etc. Et donc, les timings sont méga importants. À fond. C'est parler des choses, parler du Covid pendant le Covid ou d'en parler aujourd'hui, c'est pas la même chose, par exemple. Et c'est dur quand il y a des agendas de sortie, un peu c'est un projet qui prend du temps ou que tu dois
étaler des choses, de pouvoir vraiment placer ton discours au moment où tu as envie de le placer. C'est vrai, parce que moi, je me rappelle du paradoxe. Moi, je me suis dit, putain, c'est le Covid. Là, les rappeurs, ils vont plus faire de story. Ils vont rapper, quoi. Ils vont écrire full et tout. Ça va être trop bien. Et on a eu 4 projets importants. En Belgique, il y a eu Brouillon de Frénétique, il y a eu Maison de Roméo. Et il y a ton projet, mais j'en retiens pas beaucoup des gros projets de Covid. Et du coup, c'était un peu frustrant, je trouve, en fait, ce truc-là. Et c'était un paradoxe que... C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais t'as raison, c'est des trucs de maison de 10, de timing, de promo, de tout ça. C'est un vrai, enfin, c'est ces enjeux-là, mais je crois que de plus en plus, et en vrai, c'est là où j'ai réussi le plus à le faire, c'est sur le dernier. Parce que j'avais ce truc où je voulais faire un truc que je sortirais très vite. Et donc j'ai pu parler de ce qui se passait. Il y avait autant une question de Jeux Olympiques à Paris. Il y avait. On parle déjà de Gaza aussi, notamment. On était déjà là-dedans. Et du coup, c'était une occasion de pouvoir parler de ce qui se passe maintenant et le délivrer maintenant. C'est intéressant parce qu'on parlait de spontanéité au début. Donc pour le coup, c'est ton projet le plus spontané, en vrai. Ouais, et je crois que ça, c'est vraiment un truc. C'est là où c'est difficile de rester dans une dynamique d'album. C'est parce que j'ai vraiment de plus en plus envie, depuis ce projet, de pouvoir parler des choses en temps réel et de trouver un format qui le permet. Et aujourd'hui, il y a tellement de manières de pouvoir délivrer de la musique, que ce soit hyper Spotify, officiel, machin, ou en story comme ça, ou même l'idée du SoundCloud, elle est tentante, quoi. Ouais, moi, ça fait longtemps qu'elle me tente, mais je me dis, bon, il faut pas faire n'importe quoi non plus, mais trouver un... moi, SoundCloud, moi, je pousse... En fait, je trouve ça triste que ça devienne un peu une DA. En fait, moi, SoundCloud, je trouvais ça trop bien. Je me dis, tout le monde propose ce qu'ils veulent et tout. Et je me rappelle notamment CRC qui a sorti un son sur SoundCloud où il avait fait la prod et tout. Et c'est un excellent son. Il est trop bien. Mais je me rappelle de l'événement. C'était en mode, il avait sorti un truc sur SoundCloud. En fait, c'est pas sur les... J'étais là, oui, mais tout le monde devrait le faire tout le temps, en fait. Ouais. Tu vois. Mais en vrai, le seul gros artiste qui a fait ça, c'est La Fève pendant tout un temps, qui a mis beaucoup de MT Dubin, donc les sons poubelles sur SoundCloud. Surtout les amis sur Spotify. Je trouve ça trop triste, en fait. Ouais. Qui les a mis. Je trouve que c'est un truc, c'est de la partageons juste de la musique, tu vois. Mais c'est marrant parce que c'est une envie que j'ai depuis super longtemps. En plus, j'ai un SoundCloud. Tu sais, j'ai un SoundCloud, mais les sons sont en privé. Et j'ai des sons à l'ancienne qui sont en public, qui ont fini par sortir. Ouais. Mais ça fait des années que ça me tente. Mais juste, je suis quelqu'un qui gamberge trop. Tu sais. Genre, ça, c'est un truc, je gamberge beaucoup trop, je crois, à certains moments. Et j'ai plein de fois, j'ai voulu passer le cap. Dis-toi, même une fois, j'ai fait une fausse manip et il y a des sons que j'avais mis en privé qui ne sont pas mis en privé, tu sais, qui étaient en public. Et puis j'ai vu un post Insta arriver avec je crois que c'était une meuf qui avait mis, qui avait repris un extrait, qui avait dit ouais, trop hâte ou un truc du genre. Et là, je me rends compte, je fais oh la dinguerie. Et puis je lui dis ouais, s'il te plaît, genre, et moins que tu supprimes et tout, parce que c'est pas du tout le plan, tu sais. Et le stress. Et du coup, trop gentil et tout, elle supprime, et puis moi je remets en privé. Mais je m'étais dit, ça m'avait fait un chouette truc en vrai, qu'il y a encore des gens qui guettent sur cette plateforme-là, et que même si c'est 3 pélos en vrai et qui se prennent le truc, c'est cool, parce que ça se trouve, le truc sortira peut-être jamais. Et en vrai, de la matière, j'en ai blindé. Mais c'est sûr. Depuis longtemps, j'en ai blindé. C'est plus qu'est-ce que je sors, comment, avec qui, et ça s'entasse. Et. Est-ce qu'en fait c'est des EP? Est-ce que c'est un album? Est-ce que c'est des réflexions Je vois dans le chat quelqu'un qui dit mais oui, SoundCloud envoie. Bah oui, mais il y en aura toujours, bien sûr. Moi aussi, il y a des artistes que j'adore et j'ai envie qu'ils me donnent à manger tous les jours. Mais après, quand tu reçois aussi des sorties léchées, on parlait de Laylo, un truc, voilà, c'est comme ça. Mais non, mais je pense aussi, que ça met une aura autour de tes sorties et une maîtrise, tu vois. Bien sûr, mais je pense que déjà... je pense qu'il n'y a plus trop d'artistes événements dans le rap francophone. Qu'est-ce que t'entends par artiste événement? L'album événement. Le Vald, le Laylo, le Orelsan. Tu vois, les top artistes qui sortent un album. Il y a un côté où c'est un événement. Là, ça n'existe plus trop, ça. Déjà parce qu'on est en train de vivre un peu une fin des artistes qui nous ont marqués de 2015 à maintenant. Tu vois, Nino qui est sur sa fin... il y a eu... Après, le dernier gros artiste qui était là, c'était Weronois, qui repose en paix, mais il y a un truc de... Tu vois, il y a moins ça. On peut en compter sur les doigts de la main, on peut compter SCH, tout ça, mais à l'époque, 2015, c'était n'importe quoi. Gradure, Jul et tout ça. Jul, c'est un artiste que j'adore, mais c'est plus du tout un événement. Il va ressortir un album, là, il est en train de le refaire. C'est terrifiant, il fait des albums tous les 3 mois, tu vois. Donc moi, je trouve que SoundCloud, en fait, ce que je trouve hyper positif par rapport à ça,
c'est que, tu vois ce qui s'est passé avec la story, c'est les personnes qui t'écoutent qui vont faire parler ta musique. Et je trouve ça trop bien, en fait. Parce que le côté où la promo peut être difficile, les arrangements de maison de disques, le stress de la sortie des trucs et tout, là, il y a un côté, c'est trop cool, où tu mets des sons par erreur. Il y a une meuf qui va faire une story pour dire, regardez, ça va sortir, et ça se propage comme ça. Je trouve ça trop beau, quoi. Parce que c'est vraiment de la musique pour ceux et celles qui t'écoutent, pur et simplement, et pas, sans critique évidemment, mais une interview combinée que quelqu'un va voir et passer parce qu'il en a vu 30 000 et que, tu vois, évidemment, il y a un rayonnement promo qui est hyper important à avoir et on est tous d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Combini, engagez-moi, donc je critique personne. Mais non, mais il y a un truc hyper important, mais c'est trop beau ce passage de c'est de la musique, tu l'apprends et tu vas la montrer à tes potes qui aiment bien Primero aussi. Je crois qu'en tant qu'artiste, on cherche tous un peu un moyen de. Enfin, moi, j'avais regardé un peu, je voyais Zamdan qui faisait Les Affamés, Thury qui lâchait un peu des exclus dans son canal Insta, il y a les petits Debin, il y a plusieurs exemples comme ça où je me suis dit, les salauds, ils ont trouvé. Ils l'ont fait, ils ont trouvé leur truc, mais j'en crève d'envie aussi, c'est juste que j'ai quand même envie de. Malheureusement, on est quand même dans une ère du chiffre, on est quand même dans une ère où il faut vendre, les gens qui te donnent un budget, les gens qui te bookent, les gens qui te font confiance. Aujourd'hui, ils fonctionnent vachement avec les chiffres aussi. Ils vont regarder, ok, nombre d'auditeurs, combien ce titre a streamé, est-ce qu'il a rempli sa salle, toutes ces choses-là. Et on est obligé, du coup, de faire gaffe avec ça et sortir un peu tout et n'importe quoi sur Spotify pour se faire plaisir. Bon, il y a un côté cours de récré, c'est trop bien. Mais je sens qu'on doit aussi faire attention en tant qu'artiste à faire un peu les bons choix et à parfois aussi savoir frustrer quand il faut frustrer. Et c'est toute une science, tu sais. C'est drôle parce que c'est un débat très récent, c'est en plus de Laylo qui a repoussé, qui a annulé sa tournée, qui a annulé les festivals, qui a repoussé la date de sortie de son album. Ce qui était un énorme tollé sur Twitter et tout le monde disait mais comment il peut faire ça, c'est horrible, il y a des gens qui vont au jardin juste pour le voir. Est-ce qu'il y a un monde où Hamza, Damso et Laylo se sont pas concertés? Est-ce qu'il y a un monde où ils arrivent tous en même temps et qu'en vrai il y en a un que ça saoule? Peut-être. Moi, en vrai, je trouve ça plutôt positif, en fait. J'ai pas de... Après, je comprends, il y a des gens qui ont littéralement payé leur festival pour voir Laylo. Hein. Ça, c'est clair, et je comprends cette frustration. Elle est logique, tu vois. Même si, tant mieux, ça te permettra de découvrir d'autres artistes au festival, tout ça. Mais bon, voilà, je comprends la frustration. Mais je trouve ça assez positif, en fait. C'est trop bien qu'un artiste se casse la tête pour servir un truc. Je trouve ça trop cool, quoi. C'est ça qui est trop beau dans la musique et dans l'art en général. Ouais. Je préfère parfois ça que... Je sais pas, si on compare avec le dernier album de Gazo, qui est purement scientifiquement fait pour des chiffres, c'est ce qu'il dit, hein, clairement. Et d'ailleurs, ça s'est cassé la gueule, mais il y a un truc de je veux faire ça, je veux faire des disques d'or, ça. Je trouve ça trop cool qu'un mec dit non, mon album, il est pas assez bien, tu vois. Les plus grands artistes qu'on ait connus, même l'autre fou du bus, que j'en ai marre de citer, mais Kanye, il a jamais sorti un album à la date prévue. Et évidemment que ça crée de l'énervement, mais jamais tu vas dire. Dark Twisted Fantasy, c'est un des plus grands albums de l'histoire du rap, mais bon, il est sorti en retard, tout le monde s'en fout de ça. C'est ça. Si l'album est bien, on enlève ce truc-là. Ce débat n'existe plus. Faut vraiment garder en tête que ce qu'on sort, ça va rester, sera comme ça, et quand tu auras 60 ans, comment tu vas le regarder? T'es pas à 2 semaines près. Ça c'est absurde, mais c'est des trucs de rush, de tête dans le guidon. T'as tellement parfois des machines autour et des petits soldats. Il faut quand même garder l'art au centre. Et moi, je suis comme toi, je trouve ça positif en vrai. Tu fais une parfaite transition. On fait une parfaite transition pour le thème du statut. Si ça te dérange pas de l'évoquer maintenant. Absolument pas. Donc c'est aussi un terme purement juridique pour le statut d'artiste. Je crois que c'est le statut de travailleur des arts maintenant. Travailleuse des arts. Je pense que c'est ça. Possible. Statut d'artiste. Nous, on en parle comme statut d'artiste. Oui, on va citer ça. Mais comme je disais avant, c'est un truc qui revient souvent dans ta musique. Le changement de statut de maintenant, t'es payé pour écrire et avant, tu faisais des sandwichs et c'était une galère. Il y a un truc de... Pas la frustration, mais ce que ça évoque maintenant dans ton cerveau d'être payé pour ça, pour ce que t'aimes, etc. Comment tu te sens avec ça aujourd'hui? C'est la question qui est liée à la sérénité aussi. Mais comment tu te sens avec ton statut d'artiste aujourd'hui? C'est... dans le dernier projet, j'ai vachement parlé de la notion de confort, où c'est
c'est super que ça existe. Et en même temps, il faut faire attention au confort que ça apporte. Parce que garder la dalle, garder l'enjeu, comme l'enjeu financier ou tout ça, c'est quand même un truc hyper important dans ce qu'on fait, je trouve. Et après, je crois qu'il y a aussi un truc où le jour où tu es payé pour faire ça, il y a un tas de trucs de la vie d'adulte, tu sais, qui viennent s'insérer dans la création, qui doit rester quand même quelque chose d'assez enfantin, je pense. La paperasse ou ça. Et ça, c'est une acrobatie de tous les jours pour essayer de mettre les choses à leur bonne place, tu sais. Parce que je me rappelle quand j'ai commencé à faire ça, j'étais comme un fou. Enfin, genre, vraiment, il y a le morceau, tu parlais de scénario, le morceau d'Oni qui est sur ce projet, qui est un peu le pilier de ce projet dont on parle souvent. Quel morceau préféré de Vato? Voilà, il me l'a dit au mais tu sais, c'est un truc, vraiment, c'est des vrais de vrais du début. Ouais, bien sûr. Mais ce morceau, j'étais comme un ouf. Genre, j'étais allé à un studio, on m'avait donné une prod, c'était ma première prod, j'avais cette prod. Il n'y en avait pas d'autres, il n'y avait pas de type beat internet, j'avais une prod. Et c'était cette prod. Et je suis rentré chez moi, je tournais en rond dans le jardin, il faisait nuit déjà. J'étais là dans mon histoire et tout. Et je l'ai écrit sur une semaine, je pense. J'attendais juste de rentrer des cours pour écrire la suite, parce que je découvrais la suite de l'histoire. Au moment où je l'écrivais, j'avais pas prévu le truc avant. C'était un moment, tu sais, tu transpires, t'es dans ton tunnel. Et ça, il faut pas perdre ça. Après on a commencé à écrire différemment et peut-être maturiser ce qu'on fait et tout. Mais garder ce moment d'excitation où même il y a rien qui rentre dans ta tête de est-ce que ça va plaire aux gens, est-ce que ça va pas être trop long sur scène, est-ce que là ils auront la ref, est-ce que non, tu vois. Ça c'est trop précieux. En fait, c'est une course à revenir dans cet état, quoi. Mais ouais, dis-toi, là, ça fait des mois que je cherche cet état. Ça fait 2 jours que je l'ai retrouvé, tu vois. Genre, j'étais dedans avant de venir ici, là, tu vois. C'est trop bien. Je te gâche ton état, en fait. Tu me gâches pas mon état. Ça me fait une petite pause dans le truc. Et après, je rentre, vas-y, ça m'a fait un peu d'air. Okay. Mais non, on court après ça tout au long de la carrière, je pense. Enfin, j'espère que tout le monde court après ça, tu vois. Ouais, parce que ça pose un nouveau débat. Moi, je suis un mec du Twitter, hein, je suis insupportable, donc je mets pas les pieds là. J'ai créé un compte, mais j'y vais pas. Non, n'y va pas, vraiment. N'y allez pas. Je m'adresse à tout le monde qui regarde, n'y allez pas, par pitié. Non, mais ça crée le fameux débat des rappeurs riches sont plus ennuyants que quand ils avaient la dalle. Et à ce cas-là, est-ce que tu es un peu d'accord avec ça ou... Ça dépend. Parce que je trouve que Vald, il m'amuse beaucoup quand même. Ah ouais. Et aujourd'hui, il est riche, mais il y en a qui arrivent à garder, qui ont cette fibre. Mais tu vois, si les rappeurs riches, rappeuses riches, c'est nouveau une histoire de confort, quoi. Tu peux te ramollir à cause de ça. Soit te ramollir, soit avoir trop peur de... Tu sais, quand t'as fait un chemin un peu parfait ou un bon truc, je pense que le projet suivant, il doit à chaque fois être d'une anxiété. Ça va être horrible. Tu te sens tellement guetté que je pense qu'en fonction des esprits, il y en a qui sont trop esprit libre et on y va. Mais il y en a qui doivent peut-être petit à petit s'emprisonner là-dedans. Et ça, je sais pas. Tu vois. En fait, je pense qu'il y a un statut, justement, où tu peux l'atteindre. Et en fait, si tu atteins ce statut-là dans ta musique, dans le fait que tu es à l'aise de le faire et que tu as une communauté qui est à l'aise de tout recevoir, tu fais un peu ce que tu veux. Et ça, je trouve ça trop cool, en vrai. D'atteindre ce truc-là de... Ouais, je vais sortir un son comme ça, puis je vais plus... tu vois... on sent Damso un peu dans cette dynamique en ce moment, je trouve. Que je trouve un peu insupportable. Mais ouais, chacun son truc. Moi, je sais pas trop comment le prendre. En même temps, je me dis, bon... Mais il y a quand même un côté où on sent que le gars a l'air d'aller bien. Mais en fait, c'est ça. Et il a l'air de juste s'amuser et lâcher prise, et pour ça je trouve ça positif. De ouf. Moi, quand je parle de ça avec des potes, j'ai pas du tout aimé son dernier projet, j'aime pas trop dans le chemin où il va, je suis pas dans le truc. Je pense que notre rapport à ce projet, on pourra l'avoir après Beya, voir un peu quel rôle il avait. J'ai vraiment pas aimé, j'ai menti. Genre vraiment pas du tout, quoi. Mais je sais pas à quel moment ça pourrait me refaire. Qu'est-ce que c'était en vrai, bien sûr de fou. Mais ce que je disais quand j'en parle avec des potes et tout, c'est que c'est d'office positif. Et en fait, c'est trop cool qu'un artiste arrive à un stade où il balance de la musique. Et en vrai, s'il y a bien un truc sur lequel on peut pas le critiquer, c'est le fait de tenter, quoi. Il fait ce qu'il veut là. Et ça, arriver à cette plénitude artistique, c'est juste beau à voir, quoi. Que t'aimes ou que t'aimes pas, c'est juste beau à voir. Il y a des artistes qu'on adore. 12e fois. L'autre fou du bus, on l'aime pour ça. Tu vois,
Enfin, on a aimé pour ça. Il faut voir comment on est avec lui maintenant, tu vois. Mais il sait qu'il a cette place. oui, mais c'est ça, Je pense tu que vois. du coup, lui, il est en Là, roue vraiment, libre. Il sait que là, il est plus qu'en roue libre, il est vraiment l'ouvreur de fou. porte. Mais, Clairement. mais je trouve ce statut-là hyper important. Mais quand tu parlais d'anxiété, moi, je pense que les artistes qui ont, dès le premier album, ont eu un succès colossal, moi, je pense beaucoup à Angèle quand tu parles de ça. Je me dis, mais ça va être super Angèle dur. revenir, ça doit tout le temps être une galère monumentale. De se dire, putain, tu sais, son premier album, Brol, c'est un succès tellement fort. Il y a Stromae aussi, on sait ce qui s'est passé aussi avec sa dépression et tout ça. Ouais. Tu vois, il y a tout un truc de... C'est très, très angoissant, quoi. Ça doit être très angoissant. Et en même temps, c'est un tel succès que tu as quand même cette opportunité de pouvoir travailler avec presque qui tu veux et de pouvoir aussi surprendre sur des collaborations, surprendre sur des productions. Ce qu'elle a fait en plus. Mais moins sur le deuxième projet, j'ai l'impression. Il me semble que c'est toujours avec Tristan Salvati, avec de nouveau Damso, mais je pense que c'est quand même une possibilité d'aller tout d'un coup, autant de portes ouvertes sur un projet, ça permet quand même beaucoup de choses. Après, ça doit être un peu le... comment dire ça donnait le vertige. Ah, c'est fou. Mais oui, c'est sûr, je sais plus ce que tu disais juste avant. On parlait du statut, etc. On disait que le statut de plénitude, de pouvoir sortir ce que tu voulais, etc. Voilà. Que je pense qu'on peut avoir à un moment peur du projet de trop. Il y a des artistes qui meurent sur scène, des Arnaud, tu sais, un peu... Mais il y a des artistes aussi, parfois, qui s'arrêtent trop tard. Et je crois que ça c'est le truc qui peut faire peur. Mais, tu vois, si t'as des exemples, mais... Non, en vrai, mon rappeur préféré, c'est la vanne, parce que personne ne l'aime, évidemment. Et moi, je suis un grand fan de Drake. Je suis un énorme fan de Drake. Ouais. Voilà. C'est un argument. Mais je pense que là, il est en train de faire des projets de trop tout le temps. Je pense que ces 4 derniers projets, c'est les projets de trop. Et c'est les projets de trop, tu crois? Parce que le dernier, il est lourd, en vrai. Avec Party Exor? Ouais, mais... Je trouve pas que c'est un flop. Moi, je pense qu'il a besoin d'une pause, quoi. Ah. Vraiment, oui, hyper actif. De 6 ans, quoi. Vraiment en plus, avec ce qui s'est pris avec peut-être le moment de frustrer, quoi. Ouais. De fou. Tu vois, il doit nous frustrer. Là, il me frustre plus du tout, alors que c'est mon artiste préféré, tu vois. Il me frustre zéro. Genre, je vois un nouveau truc, je soupire limite, tu vois, je suis en mode... Non, fais une pause, fais-nous de la bonne musique, tu vois. Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis par rapport à ça. Et je pense même qu'il y a des artistes qui sont morts assez jeunes, qu'on a mis en statut de légende, mais on ne sait pas, frère. Moi, je pense que pense exactement à ça, ouais, je pense que XXXTentacion, c'est possible qu'il nous soit un album où on fait ça pue la merde maintenant, tu nous as perdu, tu vois. Ouais. Tupac, clairement. Mais c'est trop étrange ce truc. Tu vois, Eminem, quand il est arrivé, on a trouvé ça incroyable. Son dernier projet, tout le monde dit que c'est le projet de trop, on n'en peut plus, frère. Peut plus. Mais bien sûr, Eminem. Si Eminem avait fait partie du club des 27, quel serait aujourd'hui? Bien sûr. C'est des vraies questions. Peut-être que Tupac aurait chanté à l'investiture de Trump. On sait pas. Peut-être qu'il s'assige. Mais non, mais c'est vrai. Là, on rentre dans les admettons. Là. Mais non, mais c'est vrai. Mais ils sont très tentants. Admettons sur mon Instagram tous les dimanches. Mais non, mais tu vois, il y a un truc de... Tu vois, Snoop Dogg l'a fait, en vrai. Il a chanté à son investiture et tout. Il y a un truc de... À mon avis, quand t'as 40 ballets et que t'es un rappeur et que t'as eu un énorme succès toute ta vie, tu peux vraiment sortir l'album de trop. Pour le coup, le dernier album de Snoop Dogg est assez incroyable en vrai, mais sinon tu peux vraiment... Ouais, lui, sa carrière est assez folle. Ouais, c'est vrai. Mais il y a plein d'exemples, c'est sûr. Et je pense qu'à partir d'un certain stade de carrière, c'est quelque chose qui peut faire peur, et de savoir... je pense que du coup, on est dans d'autres réflexions que dans juste ce truc du début où ça jaillit de soi, et il y a zéro question qui vient interférer ça. C'est quelque chose que tu vis là en ce moment? T'as pas assez de peur, j'imagine? Mais... Non, moi, c'est plus une question d'adaptation. Parce que en vrai, on est dans un monde qui va de plus en plus vite. Vraiment de plus en plus vite. Et la réalité dans laquelle on a commencé avec l'Heure du commun et celle d'aujourd'hui est déjà très, très différente. Et c'est de savoir un peu, comment est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai envie de créer, sous quelle forme c'est le plus adéquat pour qu'aujourd'hui ça résonne et que ce soit digéré et capté par les gens. Parce que, tu vois, la mort du 3e couplet, la mort du 2e, bientôt on fait juste des refrains. J'en sais rien, mais c'est plus une question d'adaptation en termes de format, de constance, de régularité, tu vois, ouais.
C'est drôle que tu dis ça parce que j'ai fait un live il y a pas longtemps parce que je fais des lives d'écoute tous les jeudis soirs. On dirait que je fais de la promo tout le temps, c'est insupportable. Charbonne. Exactement. Mais du coup, il y a un mec qui m'a envoyé un son, je trouvais le son super cool. Mais il y avait un couplet et un refrain. Et j'étais là, putain, trop bien et tout. Chaud écouter la suite du son et tout. C'est un nouveau truc. Il me fait, non, mais c'est fini, tu vois. Je suis putain, merde, ça y est. Ça y est, je suis trop vieux. Ça y est, ça me saoule. Un couplet, un refrain, ça me saoule. Voilà, je le dis. Je vous en un peu plus, frère. Mais si c'est efficace, c'est efficace. Ouais. Et ne devenons pas ces relous. Peut-être que les jeunes maintenant kiffent ça et ont besoin de beaucoup de musique très efficace, culture TikTok et tout ça. On va se diriger vers ça. Et c'est pas grave en vrai. Non, c'est pas grave. Mais du coup, ça demande pas mal d'adaptation, juste. Et de comprendre les nouveaux codes, les nouvelles manières de consommer. Juste voilà, c'est ça. Hein. De fou. On va pouvoir passer à un autre thème. On a fait la sérénité, le statut, le désordre. Il reste la technique, le scénario et la suite. Et la suite. T'as mieux que moi alors que je suis en train de les lire. T'inquiète. On travaille la mémoire. Vas-y, la technique. C'est intéressant. Donc, comme je t'avais dit que c'est une question que j'avais posée à CRC quand on avait fait un brouillon. À l'époque, c'était que audio. Et donc, pour expliquer, vous êtes dans le même label et tout ça. Enfin, pas le même label, mais dans la même... dans la même structure, ouais, le même label, ouais, en vrai. C'est ça. Chez La Brique. Ouais. Tout à fait. Je trouvais ça intéressant parce que toi, tu as un rap qui est très technique. Tu le dis, tu aimes beaucoup la langue et jouer avec, etc. Il y a beaucoup d'assonances, multisyllabiques et tout ça. Il y a une période où on avait beaucoup ça dans le rap qui fonctionnait. Je pense à l'émergence de 1995. Ouais. En vrai, Nekfeu a été un espèce de gros porte-étendard de ça. Ça a saoulé les gens à un moment. Ouais, c'est ça, tout à fait. Mais là, je sens déjà dans tes derniers projets, dans ton dernier projet, plus ton dernier projet, même si c'est quelque chose que tu as toujours su garder entre les deux, là, je dis juste des termes qui riment et c'est plus intéressant, et le sens, tu as toujours réussi à trouver l'équilibre. Dans ton dernier projet, je trouve ça beaucoup plus allégé. Est-ce que c'est quelque chose que tu as taffé ou pas du tout ? Parce que, non, je me suis dit, moi, je dois faire parfois gaffe au côté scolaire dans la vie, parce que j'ai ce côté très méthodique et parfois trop scolaire dans tout ce que j'entreprends. Alors c'est très bien parce que ça permet d'être organisé, ça permet d'être fiable, un tas de D'où trucs. l'ordre, tout ça, tu vois. Mais il y a des moments où c'est chiant. Et trop d'ordre ou trop de scolaire ou trop de technique, c'est un moment où c'est chiant. Et parfois même c'est stylé de pas rimer. T'sais. Je me rappelle d'un truc, je sais plus, il y avait un son de 13 blocs où Z il finissait son couplet comme un charcutier. Ça rimait pas du tout, même pas en termes. C'est ça qu'on avait retenu du son et ça nous rendait, on était, je sais pas, on se repassait le passage et tout, et on tripait trop là-dessus. Et je me suis surpris il y a quelques mois à écrire un morceau aussi parce que tout d'un coup il y a un truc dont j'avais envie de parler et à pas faire rimer les trucs entre eux mais plus laisser la force des images. Je me suis dit je sais pas, il y a un truc classe aussi là-dedans. Et je crois que sur le dernier, du coup, je me suis laissé aussi, j'ai un peu lâché le côté trop multi ou machin. C'est plus les images qui comptent. J'essaie de trouver cet entre-deux, tu sais. Parce que je trouve que, pour le coup, tu l'as toujours trouvé. Je pense que c'est très dur de réécouter des projets de Nekfeu. Moi, c'est un rappeur que j'ai adoré pendant un petit temps. Même son dernier projet, LEV, donc Les Histoires Vagabonds, j'ai réécouté et des fois, je suis en mode... Jeux vidéo débat, là, jeux vidéo, ça mais en même temps, quand t'as cet esprit qui cherche ces jeux de mots, qui cherche ça doit être ces choses-là, agréable. Tu trouves un jeu de mots comme jeux vidéo et débat. Ouais. T'as envie de le donner, tu sais, t'as envie de le garder pour toi et t'as cette espèce de truc que tu te dis peut-être on va me tailler, mais en vrai vas-y prenez-le et puis on verra. Mais je suis un connard qui fait énormément de jeux de mots, moi. Je suis hyper relou, c'est une grosse partie de mon humour, c'est les jeux de mots, tu vois. Et en vrai ça saoule énormément les gens, je comprends. Et je comprends le truc de, même si je compare pas évidemment, mais le truc de je veux le donner, je veux que les gens se disent voilà. Mais c'est un truc qui quand tu réécoutes maintenant, Feu, c'est dur d'écouter ça maintenant. Y a des trucs qui ont mal vieilli. Après, il y a des trucs où t'es là en mode oui là frère, là c'est juste du terme un peu horrible de la branlette intellectuelle quoi. Il y a un truc de là il y a beaucoup de techniques et tout ça, mais on perd vraiment le sens. Je trouve que tu as toujours été entre les deux, parce que même quand sur le scénario, il y a beaucoup de techniques, mais il y a toujours eu un sens au même plan que la technique. Et je trouve que c'est ça le plus dur, c'est de mettre le truc au même plan. Mais c'est vrai que sur le dernier projet, j'ai senti
je sais pas, des phrases plus directes, plus courtes. Et en fait, je crois que c'est peut-être pour ça aussi que c'est un de mes projets préférés. Je crois que les gens, enfin, ce qui m'est beaucoup revenu, je crois qu'il y avait un côté beaucoup plus gentil dans Fragment, ou parfois trop écorché ou un truc. Ah, c'est peut-être et ça je aussi. crois qu'aujourd'hui, on aime bien. On est dans une ère un peu moins pleurnicharde en termes de projet, j'ai l'impression, et on aime bien aussi les trucs un peu plus piquants, un peu plus jouer des coudes, tu sais. Et c'est quelque chose que je m'étais peu autorisé à faire. En fait, je sentais un peu une espèce de schizophrénie entre un milieu avec mes parents un peu plus vieille école et tous leurs amis, une sphère en tout cas familiale et d'amis de famille, où tu sens quelque chose plus chanson française bien... ouais, carré quoi, la petite chemise, le petit truc. Enfin, et quelque chose de pas trop, vraiment jamais dans la vulgarité ou ces trucs-là. Et je crois que quand je faisais ma musique, j'avais vachement autant des sphères de frérots de l'école, tu sais, que ma mif. Et t'as pas envie d'être trop poli pour certains et pas envie d'être trop vulgaire pour d'autres. Et aussi de dire, ok, où est-ce que moi je me situe aussi entre ces deux trucs. Et je m'étais pas encore autorisé parfois à être plus cru, tu sais. Et en vrai, ça fait partie de moi aussi. Mais là, tu l'es plus dans le... Et là, je le suis plus. Et en vrai, ça même dans les images, c'est même pas vulgaire en vrai. T'es plus cru dans les images. Je suis plus cru dans les images. Ouais, ça. Non, mais vulgarité pour vulgarité, moi, c'est un truc qui m'a jamais parlé. En vrai, je suis pas quelqu'un qui est vulgaire au quotidien, c'est pas un truc que je kiffe. Par contre, cru, ouais. Et je me suis plus autorisé à l'être dans le projet là. Et je suis dans un bon juste milieu, c'est sûr. Et je trouve que ça se ressent vraiment dans le dernier projet. Moi, justement, la phase de Zoé de Sagazan et les enfants à Gaza, enfin, les chansons de Zoé de Sagazan ne vont pas permettre de sauver. Zao. Pardon. Zao. La première fois, j'ai rien dit, la deuxième fois, j'étais obligé. Non, mais c'est super. Enfin, je trouve ça. J'aime bien que des phases me hit comme ça, tu vois. T'écoutes le son, tu fais le piano, c'est très joli, j'aime bien, puis et voilà, dans ta gueule, tu vois. Il se passe des vraies choses et tout, et je trouve ça. Ouais. Ce truc-là, je kiffe beaucoup. Ouais, je trouve que c'est un truc que Isha fait beaucoup aussi. Isha, Damso fort. Ouais. En vrai, c'est trop intéressant parce que tu parlais de. Pas de rime. Enfin, en fait, l'assonance et la rime est pas quelque chose d'indispensable. Non. Et c'est vrai que Damso, par exemple, j'ai toujours trouvé que c'était un rappeur qui arrivait hyper bien. Mais quand t'écoutes ses sons de Batterie maintenant, il n'y a pas de rimes riches, quoi. Il y a très peu de rimes riches. C'est que souvent des. Il a des rimes de flow. Ouais, c'est ça. Il y a vachement des rimes de flow. C'est ça. Ouais. Et du coup, quand t'as autant de rimes de flow, t'as pas forcément besoin que ça rime dans les mots. Il y a ce truc où tu peux un peu déballer, tu sais. Et puis même, c'est très imagé et très percutant, quoi. Il a des rimes très percutantes. Et parfois, c'est Tortoise qui le disait dans une interview il y a pas longtemps, enfin Tortoise Carmen maintenant, qui disait dans une interview que l'image est parfois beaucoup plus forte que ça. Je me souviens typiquement, tu parlais de Isha dans Dourag, c'est le truc qui dit au mieux Sista, on t'avait dit de prendre soin de ta schneck, maintenant on dirait les locks à J. Cole ou un truc. Tu sais, toi-même, t'attends une rime ou un truc, et tu sors juste l'image comme ça. Et c'est ça qui est fort. C'est mon morceau préféré. Ça prend en pleine face. Donc c'est des trucs que tu dis, ok, en vrai, là j'apprends un truc. Tu vois. Exactement. Donc on a parlé de la technique, du statut et du désordre. Il reste le scénario. C'est ouf parce que tu as vraiment fait l'ordre dans lequel je voulais que ce soit. C'est vrai. Ouais. On est connectés. De ouf, je suis grave content. Donc il reste le scénario et la suite. Ok. Sauve-moi et dis le scénario. Et on coupe, hop, le scénario, évidemment, bien sûr. Non, mais déjà que c'est un clin d'œil à ton premier projet. Je voulais te poser une question. En plus, c'est très symbolique parce qu'il est sorti en 2015 et on est en 2025. Donc il y a tout pile 10 ans. Ouais. À l'époque du premier projet, le scénario, c'était quoi le scénario idéal des 10 prochaines années? C'est très compliqué comme question. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est un truc que j'ai jamais... Enfin, le scénario idéal, je me suis jamais... Monter ma flopée, c'est pas grave. Non, mais tu sais, j'ai jamais réussi vraiment à me projeter très loin. Okay. En termes... J'ai toujours été plus... quand même dans... Je sais pas, vas-y, pas à ce point-là dans l'instant présent, mais quand même sur ce qui va se faire dans l'année, quoi. J'aime bien voir ça en termes, genre, cette année, tu sais. J'ai même un peu j'ai depuis récemment un rituel un peu au Nouvel An, genre juste de dire, ok,
Qu'est-ce que j'ai envie qu'il se passe cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de réussir cette année? Déjà, bête question. Toi, ton année, c'est septembre ou c'est janvier? Ah, c'est janvier. Moi, c'est septembre dans ma tête. La nouvelle année, fou. c'est septembre. Tu sais que j'avais découvert un truc. J'ai fait un jeu comme ça avec les gens. Je me suis dit, on nous a jamais appris à se représenter une année à l'école. Donc chacun a un peu un dessin dans sa tête de l'année. Et en fait, les dessins sont très différents en fonction des personnes. Okay. C'est-à-dire que moi, ça commence ici en septembre. Tu vas comme ça jusqu'en Ah décembre. oui, les images tu mentales. Tu descends jusque vers mars, avril, et puis tu remontes avec l'été et tu repars. Et c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est un bordel. Mais moi, j'ai pas ça. J'ai vu sur TikTok, il y a des gens qui parlent de ça, de l'image qu'on crée. Mentale d'une année. Moi, c'est terrifiant. Mais déjà, pour les calculs mentaux, c'est un dé, donc un fond noir et des points blancs que j'additionne. Wow. Et pour les années et les mois, un fond blanc avec écrit en noir, janvier. Ah, toi, t'es de haut en bas. Ah, non, t'es en colonne, toi. Non, je suis. Ouais, c'est genre par 3. Par 3, en colonne qui suivent de gauche à droite. Hyper méthodique, un peu nul, un peu scolaire. Ouais, mais c'est ton image. J'aurais kiffé faire des dessins et tout. Il y a des gens, ils avaient un truc, ça ressemblait à un bateau. J'étais en mode waouh. Mais là, et tous, on s'est fait un dessin dans notre tête sans se rendre compte. C'est trop beau, ouais. Ouais, de ouf. Mais du coup, je vois plus ça en année. Je me suis jamais tellement projeté sur 10 ans. J'ai jamais vraiment réussi à. De toute façon, c'est très compliqué maintenant en plus. Surtout qu'en plus, on a démarré ça en groupe. Donc, il n'y a pas ce truc où tu es dans ta bulle et tu te dis, ouais, ma carrière solo, ce sera ça. Et puis, je vois autant de. On est en groupe et les envies des autres interviennent avec les tiennes. Donc, tu peux pas comme ça, toi, faire un plan sur la comète pour les autres. T'sais. Ça se trouve, il y en a un demain, il a envie d'arrêter la musique. Ou il y en a un autre, il a envie qu'on fasse des Bercy. Enfin, on doit un peu mélanger tout ça. Donc, je crois que ça m'a mis un peu un garde-fou sur le fait de trop se projeter. Ouais, tu vois. Le premier projet scénario, donc c'est quasiment que du storytelling, il me semble. Ouais, c'est quasiment que ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'était une grosse étape de commencer à parler de soi? Je crois qu'on avait peur de faire ça. En fait, au début, on se prenait pas au sérieux du tout. Je crois qu'on était assez pudique et on avait peur qu'on se dise ils se prennent au sérieux, je crois. Enfin, il y a un truc où j'avais du mal à parler de moi, j'avais peur de me sentir, j'arrivais pas à me sentir légitime sur des thèmes plus politiques ou autre chose. Il y avait un truc où raconter une histoire, ça permettait juste de se mettre dans la peau d'un personnage. C'est cool, ça n'engage à pas grand chose. Et j'aimais bien ça aussi, moi. J'avais plein d'idées, j'en ai encore aujourd'hui, tu sais, des trucs que tu dis, c'est des débuts peut-être de films ou de livres. C'est un scénario, quoi, tout simplement. C'est un synopsis plus qu'un scénario, presque, tu vois. Et ça m'amusait, mais le scénario, c'est vraiment un projet où je me fais les dents. Hein. C'est vraiment un moment où on a rencontré quelques beatmakers qui font qu'on peut avoir des prods par-ci par-là, qu'on a commencé le groupe, mais les autres, ils taffent ou ils sont aux études forts. Et moi, j'avais quand même du temps pour moi. Je me suis dit, vas-y, je me fais les dents sur des prods. Et j'ai fait 4-5 titres comme ça à ce moment-là, mais de nouveau sans aucune attente ou préméditation, quoi. Mais est-ce que parler de soi après, parce qu'il y a parler de soi en groupe, mais c'est un couplet et un refrain, en vrai. Là, dans Serein, il y a un truc de, ok, là, j'ai 5 sons où je parle de ma vie, en vrai, et de ce que je ressens, etc. Est-ce que c'était difficile comme étape de, ça y est, je dois parler de moi et je n'ai pas à raconter l'histoire d'un personnage que j'ai créé, etc. Au début, c'était progressif. Avec le groupe, d'un morceau à un autre, on aborde une thématique un peu, l'amitié, on dit un peu un petit truc sur soi, et puis en fait, juste petit à petit, on s'entend aussi ce qui fait vibrer les gens. Tu sais, t'es en concert, c'est quoi la phrase qu'ils ont gueulé ensemble de ton couplet? C'est ça qui les a touchés. Oui, c'est fou, je savais pas trop. Puis et puis de le faire sur un projet entier et de voir un peu la résonance que ça avait, je me suis dit ok, j'aurais jamais pensé que ça accompagnerait autant les gens ou que ça connecterait autant les gens à moi. Et donc, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, mais je ne soupçonnais pas ça. Tu vois. Est-ce que... C'est une question que je pose beaucoup à beaucoup d'artistes. Est-ce que c'est obligatoire un moment de parler de soi? Est-ce qu'à un moment, en tant qu'artiste, la surface, comme je disais au début de l'interview, qui est hyper important, je trouve aussi, est-ce qu'à un moment, la surface doit disparaître? Dans le sens où, tu vois, quand tu vois la carrière de Booba, par exemple, qui a parlé beaucoup de surface, entre guillemets, d'un train de vie que soit tu vivais pas forcément, soit oui, mais il y avait un mystère autour de ça, de sap, de meufs et tout ça. Tu sais, il sort Pitbull.
où il parle de lui, de son enfance, de son rapport au racisme, etc. Est-ce que c'est pas obligatoire? Je sais pas. Tu sais que j'ai l'impression qu'un rappeur comme Hamza, tu vois, Mais Hamza, les morceaux, ses plus gros morceaux, c'est Life, il parle de lui. Life et un 994, ouais. tu vois. C'est le premier et le dernier de ce projet où il parle de lui. Mais s'il n'y a pas ces deux morceaux, sa carrière, elle est quand même belle. Donc, je sais pas à quel point c'est indispensable. En tout cas, ça dépend de ce qu'on recherche. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même des sons que tu retiens. Ah ouais, bien sûr. C'est des sons qui touchent. Ou même là, allez, Théodora, c'est vraiment un album que je me suis pris de fou. Mais Il me rit tout sonné. C'est le morceau qui va rester. C'est le morceau que moi, qui me met les poils. Hein. En vrai, c'est con, mais que je réécoute. Ouais. Donc celui-là, il me touche. Mais en vrai, s'il n'y a pas ce morceau dans le projet, il marche quand même. Je crois de fou. Donc, mais en tout cas, en tant qu'auditeur, moi, c'est ça que je recherche. C'est ces trucs-là. Et je pense que c'est ce qui me bute encore toujours autant chez les Aznavour, Barbara et autres. Parce que c'est des sons, chaque fois qu'ils repassent, tu vois, ça fonctionne, ça pourrait sortir ça pourrait sortir aujourd'hui, non, peut-être pas, mais il y a des chansons, oui. Mais c'est intemporel de par la sincérité qu'il y a dedans, la force du discours, la profondeur. Ça, c'est des choses. Ça traverse les époques, tu vois. Et je trouve qu'un exemple criant aussi en chanson française, il y a Brel, je trouve, qui a beaucoup parlé de lui, et de petites histoires, sans que ce soit grandiloquent et tout. Je sais pas, moi, il y a une chanson que j'adore de lui qui s'appelle Jeff, t'es pas tout seul, tu vois, où il parle de son pote qui est juste et plus avec sa femme, et il parle juste à son pote en disant arrête, t'es relou, tu vois, t'es relou de te plaindre tout le temps. Et c'est la chanson que je trouve la plus touchante de Brel. Et je la trouve plus touchante que Ne me quitte pas, qui a un texte très bien écrit, un poème magnifique et tout ça. J'étais pas tout seul, je trouve ça hyper touchant parce que c'est la vraie vie, tu vois. Renaud qui sort Manu, tout ça, c'est les trucs c'est la vraie vie, c'est vraiment le quotidien. Et raconter ça avec des belles formes et tout ça, et des beaux trucs, je trouve ça... C'est un truc qui se perd aujourd'hui. Et moi, j'aime... En fait, là, je suis typiquement dans cette réflexion maintenant de la place du thème, tu vois. Parce que trop de thèmes, ce côté trop scolaire dont on parlait tout à l'heure, parfois ça peut être chiant, etc. Mais moi, quand même, ce qui me marque de cette grande époque de la chanson française, c'est les thèmes. Ils étaient à fond dans les thèmes et ils savaient. Et Brel, typiquement, savait aussi accorder une chanson à des gens qui sont pas lui ou autre chose. Et comme ils disent, comme ça, les flamands, les machins, et puis aussi se poser et observer ces gens et leur faire un portrait, mais aussi leur faire un hommage, tu vois. Et le thème, je trouve que c'est quand même quelque chose... Là, j'essaye pour l'instant, dans ce que je vais proposer après, de trouver la bonne place du thème, parce que j'ai pas envie qu'il n'y en ait pas du tout. Tu sais, là, dans le dernier EP, moi, je l'aime beaucoup, mais il n'y a pas tellement la place du thème. Tu vois, tout à fait, ouais. Par-ci, par-là, sur une phrase qui revient, je veux faire un truc beau, ça, c'est le thème, ou le cerf-volant de Kaboul, mais sinon, il n'y a pas tellement... Et donc, c'est cool de faire ça, d'enchaîner des images, et tu bombardes, et ça touche. Mais avoir une vraie chanson à thème, quelque chose que tu as su développer, c'est quand même un truc que je garde dans ma ligne de mire. Tu sais. C'est vrai que c'est des choses qui... Quand tu parles de thème, moi je pense beaucoup du coup au morceau storytelling, et c'est vraiment quelque chose que je pense on voit un peu de manière has-been mais non à tort, tu vois, je pense. Ouais, je crois. Je sais pas, les derniers gros morceaux, après il y a Medine qui avait fait tout ce truc de... je sais plus comment ça s'appelle. L'enfant du... Je sais plus comment ça s'appelle, mais un storytelling sur un enfant dans un conflit dans le monde, et qui va raconter le conflit du prisme d'un enfant à chaque fois. Enfin bref, c'est toujours très très, à mon avis, j'espère que dans le chat... C'est pas Gaza Soccer Beach? Oh, il y a ça, mais il y a plusieurs... Enfants du désert, je pense, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis désolé. Mais du coup, sinon le dernier gros morceau, je sais pas, je sais que Bifoli faisait beaucoup de storytelling. C'est ça le truc, je crois que c'est vu un peu dans... Oui, bon. Ils ont été critiqués pour ça aussi. Et après, il y a une manière de le faire où je sais pas trop. Mais t'as raison que la place, elle est très dure à trouver, je crois. Ouais. Tu sais que même là récemment, j'ai une voisine, c'est un peu la doyenne de mon bâtiment. Je m'entends bien qu'elle est très seule, mais elle a vécu quelque chose. Elle a une histoire de vie qui est complètement folle. Et en fait, elle a pas d'enfant, pas d'héritier, pas vraiment de famille qui reste. Il y a personne pour témoigner de son histoire. Et elle m'a dit un jour un peu sur une fin de conversation, ça ferait une belle chanson, un truc. J'ai senti un peu ce besoin. Donc je suis allé l'interviewer, on a passé un moment de fou. Elle m'a raconté trop de sa vie, et j'ai toute cette matière-là. J'ai trop envie d'en faire un son, tu vois.
Mais il faut trouver la même manière pour que ça reste correct envers elle, que ce soit pas trop thématique non plus autre chose. Mais je trouve que ces moments-là, c'est des moments forts ou des thématiques fortes. Et il faut pas que ça se perde non plus dans toute cette envie, c'est vrai, de perform ou de freestyler ou d'avoir des morceaux plus décousus avec juste des images. C'est trop bien, mais ouais, je sais pas. Moi, dans ma discographie, il y a des sons qui sont peut-être parfois plus difficiles à défendre ou quoi, mais c'est des vraies thématiques que les gens se sont appropriées ou qui sont devenues des références pour eux quand il faut parler de ce sujet ou autre. Et pour ça, j'en suis fier. Ouais, c'est important. Je crois que j'ai besoin de garder quand même de la thématique dans ce qui va suivre. Mais je suis d'accord avec toi dans le fait que c'est des trucs qui restent. C'est les sons qu'on va le plus retenir de toi, c'est ça. Et en tout cas, c'est un magnifique projet, il faut le faire. De fou. Il faut parler de cette dame. Tu m'as trop hypé là. Je vais trouver la manière. En vrai, c'est... Après, c'est pas un son, c'est autre chose, mais ouais, l'idée qu'elle me laisse être finalement le dernier témoin de tout ça et que j'ai un peu cette... C'est pas une responsabilité, mais il y a quand même un truc. Non, mais... C'est beau, quoi. Le fait qu'elle te le dise, qu'elle te le glisse et que tu fasses cette démarche et tout, même s'il n'y a rien derrière, c'est trop beau quoi qu'il arrive, tu vois. Moi, je pourrais interviewer ma voisine et jamais sortir quelque chose dessus, mais peut-être que ça lui fera plaisir d'en parler. Enfin, tu vois, il y a un truc de... C'est trop beau, quoi. Mais tu sais, carrément, ça m'a donné envie de creuser encore ça. Genre, en ce moment, j'interviewe mon père, plus pour faire une archive familiale, tu vois. Okay. Mais je me suis dit, ce truc de juste... Comme on parlait avant l'émission à l'ancienne Vie ma vie, ouais. Ce truc de... J'ai l'impression qu'on se croise beaucoup dans la ville, tout va un peu vite, etc. Et on a parfois aucune conscience du quotidien des gens qui sont autour de nous. C'est quoi une journée type pour eux, c'est quoi leur peur, c'est quoi leur toc, c'est quoi... Juste parfois s'arrêter à interviewer, je sais pas, une personne qu'on croise tous les jours, mais on connaît rien. Hein. De fou. Le frangin du commerce en bas ou machin, et de se rendre compte, ça m'a trop intéressé. Genre, je crois que je pourrais me prêter au jeu plus. Mais de fou, parce qu'en plus, maintenant, il y a beaucoup... Enfin, l'interview, c'est la promo, en vrai. Ça sert à ça. Moi, j'ai l'impression de connaître la vie d'artistes. Et genre, je les connais pas, mais je sais qu'à tel âge, ils ont vécu ça et tout, parce que je consomme énormément d'interviews et tout, tu vois. Mais il y a très peu de podcasts, mais il existe un podcast qui s'appelle Transfert. Ouais, c'est un énorme podcast hyper connu, mais qui parle de gens random, sans le mauvais sens du terme, tu vois, mais des gens de la vie, quoi. Et c'est plus leur grande anecdote de vie. C'est plus leur truc. Ouais, on a tous une histoire un peu folle. On est au coin du feu et on raconte un truc. Il y a genre... ouais, c'est chaque fois une histoire forte de quelqu'un. Ouais, mais il y a un podcast, je pense, qui est... Il faudrait que je trouve le nom, mais qui interviewe juste le quotidien de gens, genre d'un facteur, un truc comme ça. C'est trop bien. Et en vrai, je trouve ça hyper intéressant. T'as fait raison de creuser ça. Ouais, pure idée. Mais fais un podcast, mec. Oh, chaque chose en son temps. Mais depuis ça, à fond. SoundCloud, je t'appellerai dans quelques années pour savoir un peu c'est quoi les cordes du métier. C'est tellement simple. De micro et bateau. De micro et bateau, c'est ça, tout à fait. On va passer à la suite. La suite, hein. Qu'est-ce que tu peux dire, qu'est-ce que tu peux pas me dire parce que donc il y a eu ce projet qui est sorti il y a un an, mais non, je suis fou. Il y a fin août. Fin août, donc vraiment bientôt, presque un an. Ouais. Et puis il y a eu le morceau XRC qui est sorti en janvier. Ouais. Est-ce que ça annonce quelque chose ou est-ce que tu es dans une démarche, comme tu disais, de spontanéité, de voilà, j'ai envie de proposer de la musique et ça n'appartient pas forcément à quelque chose? En vrai, déjà dans la suite, juste là, il y a les festivals. Donc, il y a Dour et les Ardentes. Ok, le 4 juillet pour les Ardentes et le 19 juillet pour Dour. Trop bien. Et sinon, pour la suite, musicalement, j'ai plusieurs idées. C'est juste que j'ai vraiment de la matière, là, pour l'instant. Et je suis en train aussi de retrouver ce truc et de refaire de la matière. Et c'est plus une question de choix maintenant. C'est plus une question de choix de format, de choix de sortie. Ça se joue à ça. Et c'est ça qui fera que ça arrive plus rapidement ou avec plus de temps. Ça, on verra. Mais en tout cas, je fais toujours de la musique. J'aime toujours en faire. Et j'en ai de côté, quoi. Est-ce que ce SoundCloud va se libérer ou pas? On verra. Franchement, j'espère. Tu sais que je vais clipper ça, je vais en faire un réel, je vais être prendre de fou. Je vais te faire chier de ouf. On va voir. Mais j'aimerais bien. En fait, ce serait peut-être super libérateur. C'est difficile parfois de savoir, garder un truc où on se dit, il faut pas tout sortir et tout sortir n'importe comment. Et en même temps, peut-être que celui-là, peut-être il aurait trop parlé aux gens. Mais ça reste le mystère. C'est la face cachée de la lune, de la culture, quoi. Ouais. Et puis t'as raison. Tu disais ça au début de podcast aussi que
Ce qui est cool, c'est la magie, tu vois. Ouais. C'est que tu peux rien programmer, c'est que tu peux croire avoir fait un hit et que le public déteste et un son que t'aimes pas, que le public adore. Enfin, que tu calcules moins et le public adore. C'est ça qui est trop beau, en vrai. Je trouve ça hyper important. D'ailleurs, c'est très drôle, les artistes qui tentent des trends TikTok, ça marche quasi jamais. Alors que quand ils en tentent pas, il y a un son qu'ils ont sorti en 2008 qui devient une trend TikTok, tu vois. On les rappelle, ils ont déjà déménagé à la campagne, on leur dit frérot, faut revenir à Paris. Mais c'est ça, et je trouve ça trop beau en fait, je trouve ça trop cool que ce soit le public qui choisit quoi. Mais je suis sûr qu'avec tout le questionnement et tout ça, tu vas trouver la manière de ouais. En tout cas, j'ai une envie de partager, c'est que il y a la magie qu'on a seul. C'est le moment où on trouve une idée où les choses s'alignent quand on est seul et on vient de faire un truc, on se dit waouh, je viens de pondre ça, c'est trop cool. Et tu réécoutes ta maquette comme un gamin avant de t'endormir et le lendemain. Mais le moment de partage, le moment où ça part dans la masse et où après tu vas en concert et tu vois les gens le chanter avec toi, il est trop important. Là, je viens de faire 2 dates en avril, Maroquinerie et Botanique. Et j'ai vraiment revu mon public, tu sais. Ça faisait longtemps que tu n'avais plus fait de date ? Ça faisait 2 ans. Ok, quand même. Ouais. Donc en fait, j'ai vraiment revu mes ultras, tu sais. Mes ultras et je sais pas, l'énergie qu'ils m'ont donnée, elle est trop belle. Je me suis dit, mais je leur sors 5 sons. Et pendant 1 an, ils ont juste ces 5 sons à chiquer. Donne plus, tu vois. Je crois que. En tout cas, il y a un truc qui s'est ouvert dans ma tête par rapport à la générosité et je vais regarder ça parce que je remarque que même un artiste comme Zamdan ou autre, ils ont été hyper généreux en fait. Ils sont sortis beaucoup et puis c'est ça qui fait aussi qu'on a avec toi. Le meilleur on sait exemple. qu'on a un peu de toi tous les X-temps, tu sais. À fond, le meilleur exemple, c'est Jul en vrai. Jul, totalement. Qui est une stratégie qui est souvent critiquée en vrai, genre il fait trop de sons, mais il n'y a aucun artiste aussi généreux. Si t'aimes Jul, t'es tellement heureux de ça. T'as plein à manger. T'as ton artiste préféré qui te donne tout le temps. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. On les enlève. Mais tout à fait. entre une stratégie Lélo et une stratégie de Jul, parfois je sais pas trop où je vais. Et donc là, je réfléchis, mais j'ai quand même une envie d'être plus généreux et de trouver un moyen de pouvoir le faire sans que ce soit trop problématique pour le reste. Tu vois. Merci donc beaucoup. Voilà, c'est super flou comme réponse. Je suis désolé. Ça va. Mais c'est toi et ta promo. De toute façon, tu me dis ce que tu peux dire, etc. Et voilà, mais merci beaucoup en tout cas. C'était super chouette. Merci à toi, j'ai passé un bon moment. Vraiment. Ah ouais, de ouf. Ouais, je suis content. On pourrait rester encore, se faire des pâtes et continuer. J'ai des bières. C'est peut-être ce qu'on va faire après. Je vais faire mon outro gênante. Arrête, je te laisse, champ libre. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Brouillon. Je remercie évidemment Bleu Music pour ce magnifique matériel et Vato qui est derrière la régie et qui a géré ça d'une main de maître, j'en suis sûr. Pas trop de galère en plus. C'est aligné, c'est magnifique. Je suis trop content. La vidéo sera disponible la semaine prochaine. Tous les jeudis, je suis en live pour des premières écoutes et pour écouter vos sons. Et tous les dimanches, admettons, à mon avis, admettons, va s'arrêter en juillet parce qu'il n'y a plus d'artistes. Et Brouillon aussi va s'arrêter en juillet parce qu'il n'y a plus d'artistes. Ils sont en vacances ou en festival et ils ont bien raison. Et du coup, voilà. Donc je sais que je vais beaucoup liver juillet-août parce que moi, je suis pas en vacances et que j'ai pas l'argent pour aller en vacances. Je te souhaite d'en avoir. Un petit moment émotion. Faites des dons pour offrir des vacances à Lugans. Faites des dons. Par pitié. Non, mais du coup, voilà, je sais que je vais prendre ce créneau-là où j'ai beaucoup faire de live en juillet-août. Et voilà, j'ai fait ma petite outro gênante de promo. T'es super. Merci beaucoup. C'est très gentil. En tout cas, c'était une de mes premières longues interviews finalement. Et t'as kiffé ? J'ai kiffé. Merci. Trop bien. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est terminé.